S'ouvrir aux autres n'est pas seulement un geste moral, une belle manière d'habiter le monde parmi d'autres vertus bien coiffées. C'est une aventure plus profonde, plus risquée aussi, une manière de consentir à ce que notre existence ne nous appartienne jamais tout à fait. L'être humain, malgré ses rêves d'autonomie, ne naît pas comme une forteresse, il n'est vulnérable, traversé par des besoins tendus vers d'autres visages, sauvés par des mains. Avant même de parler, il est accueilli ou refusé. Avant même de penser, il est déjà en relation. Il y a dans notre condition une vérité simple et vertigineuse. Nous ne devenons nous-mêmes qu'à travers les autres. Pourtant, cette vérité dérange, elle froisse l'orgueil. Nous voudrions parfois être des mondes clos, des royaumes suffisants, des îles qui se gouvernent seules avec un petit drapeau planté sur le sable du moi. Mais cette souveraineté est souvent un mirage. Car celui qui se ferme pour ne dépendre de personne finit souvent par dépendre de sa propre peur. Il croit se protéger, il s'emprisonne. Il croit se conserver, il se rétrécit. La porte qu'il verrouille contre l'intrusion devient aussi celle qui empêche la lumière d'entrer. Le cœur humain a cette étrange propriété, il se dessèche moins par l'excès de liens que par leur absence. S'ouvrir aux autres, ce n'est pourtant pas se dissoudre en eux. Ce n'est pas renoncer à soi dans une confusion molle où toute frontière semblerait suspecte. Le monde moderne aime parfois les slogans généreux, mais l'âme, elle, demande plus de finesse. S'ouvrir, ce n'est pas tout accepter. Ce n'est pas livrer sans discernement la citadelle intérieure à la première armée de passage. C'est reconnaître dans l'autre autre chose qu'un danger, une concurrence ou un décor. C'est lui accorder cette dignité première, être un mystère semblable au nôtre, un être de fragilité, de désir, de nuit et d'espérance. En ce sens, l'ouverture n'est pas une faiblesse, elle est force ajustée. Elle suppose une stabilité intérieure suffisante pour ne pas voir dans chaque différence une menace. Car l'autre dérange, il interrompt nos habitudes, contredit nos certitudes, déplace le centre du cercle que nous avions tracé autour de nous. L'autre est ce grain de sable métaphysique qui empêche la machine narcissique de tourner rond. Il apprend que nous ne sommes ni le commencement ni la mesure de tout. Voilà pourquoi la rencontre est exigeante. Elle nous oblige à sortir de la tyrannie du mémoire. Tant que nous ne fréquentons que des ressemblances, nous vivons dans une douce illusion, celle d'avoir raison naturellement. Puis vient un visage, une voix, une expérience du monde qui n'épouse pas la nôtre et soudain, le réel s'élargit. L'autre n'est plus seulement celui qu'il faut tolérer, il devient celui grâce à qui notre propre pensée peut cesser de tourner en rond comme un poisson philosophe dans son bocal. De nombreux penseurs ont vu dans cette relation une condition de l'humanité authentique. Aristote rappelait déjà que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire un être fait pour la cité, pour le langage partagé, pour une vie commune qui n'est pas un accident, mais un accomplissement. Plus tard, Lévinas placera au cœur de l'éthique le visage d'autrui, cette présence nue qui me convoque et me défend de réduire le monde à mon usage. Le visage de l'autre chez lui n'est pas une simple apparence, il est un appel. Il me dit silencieusement, tu ne peux pas faire comme si je n'existais pas. Et ce rappel suffit à fissurer la souveraineté brutale de l'ego. Mais il serait trop facile de chanter l'ouverture comme une évidence lumineuse sans entendre la plainte inverse, car certains soutiennent, avec une logique qu'il faut prendre au sérieux, que l'exclusion protège. Ils pensent que se tenir à distance, filtrer, trier, séparer, c'est préserver un ordre fragile. Cette idée existe dans les individus comme dans les sociétés. Un être blessé peut choisir de ne plus laisser rentrer personne, persuadé qu'à chaque rencontre se cache la possibilité d'une trahison. Une communauté peut elle aussi se convaincre que l'étranger met en péril son identité, sa sécurité, sa cohésion. Dans les deux cas, même raisonnement opère. Fermer, c'est survivre. Il serait naïf de balayer ce raisonnement d'un revers de la main parfumée de la morale. L'exclusion répond souvent à une peur réelle. Il arrive que l'autre est blessé. Il arrive que la conscience ait été saccagée. Il arrive même que certaines limites soient nécessaires pour ne pas se laisser dévorer. Toute ouverture sans prudence vire à l'abandon de soi.
toute hospitalité sans discernement peut devenir une offrande faite aux prédateurs. Les partisans de l'exclusion sur ce point touchent une vérité partielle mais importante. La vie humaine a besoin de seuil, de forme, de protection. Une maison sans porte n'est pas plus libre, elle est simplement inhabitable. Mais le drame commence lorsque la protection devient principe absolu, lorsqu'elle cesse d'être un moyen pour devenir une vision du monde. Alors l'exclusion ne défend plus seulement contre un danger précis, elle fabrique une anthropologie de la méfiance. L'autre n'est plus une personne singulière qu'il faut apprendre à connaître, il devient une catégorie inquiétante. Peu à peu, l'âme s'habitue à vivre en état de siège. Et ce qui était présenté comme une mesure de prudence devient une manière de refuser l'humanité d'autrui. On ne protège plus une vie intérieure, on érige une doctrine du retranchement. C'est ici que la peur, si compréhensible dans son origine, devient appauvrissante dans ses effets. L'exclusion promet la paix, mais elle engendre souvent un désert. Elle croit éviter la blessure, elle évite aussi la joie, l'amitié, l'étonnement, la transformation. Elle nous préserve des chocs, certes, mais aussi des métamorphoses. En vivre au sens plein, ce n'est pas seulement durer, c'est être traversé. C'est laisser des paroles faire leur œuvre en nous, laisser des présences déplacer nos lignes, laisser parfois l'inattendu ouvrir des chambres secrètes dans notre esprit. Celui qui ne veut jamais être atteint par autrui finit par devenir inaccessible à tout ce qui pourrait le grandir. À force d'éviter les tempêtes, on renonce aussi à la mer. S'ouvrir aux autres demande donc une sagesse plus subtile qu'un simple enthousiasme relationnel. Il faut savoir que l'autre peut être source de troubles, mais refuser d'en faire une fatalité. Il faut consentir à la vulnérabilité sans idolâtrer l'innocence universelle. Il faut garder des frontières sans les transformer en murs. En somme, il s'agit moins d'abolir toute distance que d'apprendre l'art du seuil, ce lieu délicat où l'on n'est ni enfermé ni livré, où l'on accueille sans se perdre, où l'on se protège sans se condamner à la solitude. Peut-être est-ce cela, au fond, la vraie civilisation intérieure, non pas l'éradiction de la peur, mais son éducation. La peur brute ferme. La conscience éclairée distingue. Elle sait que tous les autres ne sont pas des sauveurs. Elle sait aussi qu'ils ne sont pas tous des ennemis. Elle comprend que l'humanité ne se construit ni dans une fusion naïve, ni dans la séparation hostile, mais dans ce travail patient de reconnaissance réciproque. S'ouvrir aux autres, c'est alors accepter cette loi difficile et splendide. Je ne possède pas la seule vérité de ce que je suis. Il y a dans l'ouverture une humilité fondamentale. Accueillir autrui, c'est admettre que ma propre existence est inachevée, que j'ai besoin d'autres voies pour élargir la mienne, d'autres douleurs pour comprendre la souffrance, d'autres joies pour apprendre la gratitude. Nous nous croyons parfois complets comme des statues, plutôt des manuscrits en cours, griffonnés par nos rencontres. Chaque être croisé ajoute une nuance, un doute, une blessure ou une clarté. Et même les relations difficiles nous enseignent quelque chose, la patience, la limite, le pardon ou le refus nécessaire. S'ouvrir aux autres finalement, ce n'est pas finalement faire une place, c'est reconnaître que le monde ne nous a pas été donné pour être possédé, mais partagé. C'est préférer au réflexe de fermeture le courage de la relation. C'est croire, malgré les déceptions, que l'humain ne s'accomplit pas dans l'isolement impeccable, mais dans cette circulation fragile entre les consciences. La vie y perd peut-être en contrôle, elle y gagne en profondeur. Et peut-être faut-il conclure par cette évidence discrète comme une lampe dans la nuit. Une exigence, une existence entièrement protégée n'est pas forcément une existence sauvée. À force de vouloir n'être jamais blessé, on risque de n'être jamais touché. Or, il y a des blessures qui diminuent, il y a des présences qui agrandissent. Entre la muraille et l'abandon, il nous reste la voie la plus humaine, la plus difficile, la plus belle. Ouvrir la porte avec lucidité et consentir à devenir un peu plus vaste que soi. Merci.